Alors, pour lancer le débat, Jacques Attali, vous venez de publier un livre qui s'appelle Tous ruinés dans 10 ans, point d'interrogation, livre pour lequel vous êtes passé dans à peu près toutes les émissions audiovisuelles qui comptent dans les radios et les télévisions françaises pour y délivrer un message qui était à peu près toujours le même et qu'on va écouter. On devrait être dans une politique que je n'appelle pas de rigueur ou d'austérité, je trouve que les mots sont... On devrait être dans une politique catastrophe, anti-catastrophe. Il faut absolument au moins trouver 50 milliards. Il faut un plan catastrophe pour inverser les courbes, maintenant, tout de suite. Et si on ne le fait pas, le prochain président de la République, quel qu'il soit, aura les mains liées, ne pourra rien faire de tout. Il y a un moment très important sur lequel je me permets d'insister pour que vous fassiez encore comme d'habitude au mieux votre travail de journaliste, c'est la préparation du budget 2011. Il faut agir maintenant. Il faut agir. Quand je dis maintenant, c'est entre juin et septembre dans la préparation du budget 2011. Il faut à tout prix, dès le mois qui vient, préparer le budget 2011 de telle façon à ce qu'il soit en équilibre. Bien, alors, c'est tout de suite qu'il faut agir pour le budget 2011, etc. Ça, j'ai parfaitement compris le message. Là où je suis un tout petit peu resté sur ma faim, c'est oui, il faut agir tout de suite, mais pour faire quoi exactement ? Là, vous avez resté sur votre fin parce que vous avez cité une fraction de minutes. C'est le principe du montage. Voilà. Alors que j'ai écrit un livre de 250 pages dont l'objectif est justement, pour une moitié, d'expliquer l'histoire de la dette et pour une autre moitié, de dire ce qu'il convient de faire. Donc, je renvoie tous ceux qui nous écoutent à ce que nous allons dire maintenant et ce qu'il y a dans ce livre. D'abord, pour savoir ce qu'il y a à faire, il faut vraiment peut-être passer un peu de temps sur où nous sommes aujourd'hui. Je crois que c'est très important. Puisque ce qui est à faire dépend de savoir si on va être obligé de le faire simplement à l'échelon national, si on a une petite chance de le faire à l'échelon européen, ou si on a une minuscule chance de le faire à l'échelon mondial, qui est à mon avis le seul échelon raisonnable aujourd'hui. D'accord. Le seul échelon raisonnable. Voilà. Bon. Mais c'est le seul échelon raisonnable. Alors, il faut faire quoi, là, dans l'immédiat? Est-ce qu'on ne peut pas passer d'abord être un peu sur le diagnostic, voilà. Parce que il faut d'abord comprendre. C'est important qu'on essaye d'abord de se comprendre sur les causes et puis sur le moment. Oui, d'abord, dans ce que dit Attali, il ne faut pas prendre à la légère ce qu'il dit, parce que sinon, il ne se mouillerait pas comme ça. Il dit il faut faire tout de suite pour le budget 2011. Pourquoi, à votre avis? Donc j'ai regardé, je veux savoir pourquoi. Alors, allez-y. Et j'ai trouvé dans son bouquin la réponse. Un bouquin qui est très intéressant. On apprend beaucoup de choses, qui vaut nettement mieux que le lamentable rapport qu'il a signé. Ça, on apprend quelque chose, l'autre, ça sert à rien. Mais ça, oui. Et alors, j'ai regardé à quel moment, pour avoir le calendrier de la catastrophe, à quel moment la finance internationale va nous tomber dessus. Parce que tout ça est dans ma thèse à moi, tout ça est une histoire de rapport de force et n'a aucune valeur objective. Le niveau de la dette est une affaire tout à fait secondaire, c'est une question de rapport de force politique. Donc les marchés vont nous tomber dessus au moment où le fruit sera bien juteux. Et ça, c'est dans le bouquin d'Attali. Vous avez le tableau d'arrivée à maturité des dettes. Parce que les gens ne savent pas, ils croient que la dette, c'est comme pour eux, quoi. C'est une dette pour la Saint-Glinglin. Bon, non, en réalité, le Trésor français renégocie régulièrement les titres de la dette. Hein. Alors, à échéance, bon, il y en a un temps qui arrive, 10 milliards, allez hop, on réemprunte, et on recommence, on recharge le fusil. Donc, si les intérêts ont baissé, bah, on l'a à meilleur prix. S'ils ont augmenté, on l'a à pire prix. D'accord ? Donc c'est un mécanisme qui relativise la fameuse phrase les générations futures vont payer. Non, si, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais supposons on trouve un magot, hein, vous voyez, un puits de pétrole gigantesque en Auvergne. Alors bon, bah, on va résoudre la dette beaucoup plus vite et les générations futures paieront rien du tout. Bon, alors, donc c'est relatif. Oui, vous allez voir. La maturité. Oui, et comme ça, je vais en profiter pour vous donner le calendrier pour les autres pays d'Europe. Hein. Tout ça, c'est. Allons-y, on vous écoute. Eh ben oui, allons-y. La France. Au mois de juillet. C'est pour ça qu'il vous parle du budget. Parce que le budget, il se prépare là. Oui. Et les documents vont arriver, vont être arbitrés vers le mois de septembre, et on vote au mois d'octobre-novembre. Alors, justement, juillet 2010, attendez, 59 milliards qui arrivent sur la table. Oui. Août, il est en train de lire votre livre, on a compris. Août, ça se calme, 4 milliards. Septembre, ça redémarre quand on fait les arbitrages. C'est quoi ces milliards? C'est les milliards qui arrivent à maturité. Où la France paye tout de suite. C'est quoi des milliards qui arrivent à maturité? Alors, vous avez un titre de dette, et alors voilà, c'est en juillet, il faut payer 59 milliards. Ah d'accord, ce sont les échéances. Voilà. On les échéances. On les a pas. Bon. Donc on va les réemprunter. Et à ce moment-là, la bande de vampires et de vautours qui est en train de tourner au-dessus de l'Europe se pose sur les branches, comme dans les films de Lucky Luke, là, sur les branches autour de la France. Parce que cette fois-ci, il y en a pour 59 milliards. Non mais rigolez pas, c'est 59 milliards. 1 ou 2 points de plus d'intérêt sur une somme pareille, ça remplit les poches. La deuxième salve arrive
dangereuse, pas en août. En août, 4,6, on peut être tranquille, il paraît qu'il fera beau, donc là on pourra respirer. Septembre, 21,8. Octobre, 37,3. C'est-à-dire que quand on va être dans la phase où le budget va être formalisé, nous aurons tous ces rapaces sur le dos depuis 4 mois. Alors, l'avalanche de chiffres, c'est très bien. Juste pour qu'on ait une idée de Est-ce que ce calendrier... Attendez, juste pour qu'on puisse évaluer ces chiffres, les chiffres équivalents pour 2009 et pour 2008, par exemple, étaient de quel ordre? Alors, ils étaient à peu près du même ordre, mais... Ah bon, mais il n'y a pas la crise, il y a un an. Quand la dette augmente, ça devient beaucoup plus difficile. Et M. Mélenchon a tout à fait raison. À un certain moment, c'est les marchés. Alors, moi, je ne préfère pas parler des marchés. On va peut-être en parler de ça tout à l'heure. Parce que dans les marchés, il y a les emprunteurs et il y a les prêteurs. Et moi, je préfère dire les prêteurs. Alors, juste pour que je comprenne bien, si les chiffres de 2009 et de 2008 étaient du même ordre, pourquoi l'urgence est aujourd'hui, pour le budget de 2011? Parce qu'à un certain moment, quand vous empruntez 10, personne ne pense que vous ne pourrez pas rembourser 2. Mais quand vous avez emprunté 30 et que vous empruntez encore 10, les gens commencent à se dire que vous ne pourrez pas rembourser les 10. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Et alors, surtout si vous vous révélez année après année incapable de tenir votre promesse, qui est de réduire le déficit et de créer les conditions de pouvoir payer. Donc, en réalité, alors, est-ce que Attali vient de donner une explication pratique. Je crois qu'il est très important de revenir sur un certain nombre de choses qu'a dit M. Mélenchon pour bien comprendre, savoir si on est d'accord ou pas sur le diagnostic. Pour moi, le diagnostic est extrêmement profond et je pense qu'on n'est pas loin d'être en accord. On verra à la fin de l'émission, si vous voulez bien. Sur le diagnostic, il y a une formidable vague de croissance mondiale, parce qu'il y a plus de gens qui travaillent, parce qu'il y a des progrès techniques, parce qu'il y a de l'argent disponible, de l'épargne réelle, des gens. Et parce qu'il y a une sorte d'envie du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, de se mettre au travail. Et on a aujourd'hui, à l'échelle du monde, si on regarde les chiffres historiques, on n'a jamais eu une croissance mondiale aussi forte que maintenant. Elle est de 4 à 5% par an. Et si on regarde la crise, ça ne change rien. La croissance mondiale reste incroyablement stable. Mais parce qu'il y a des pays qui sont à 10 ou 11. Ce qui s'est passé depuis 1978, c'est assez frappant, c'est qu'aux États-Unis et en Europe, les salaires n'ont plus augmenté. Ils n'ont plus augmenté pour des tas de raisons. Les rapports de force ont changé entre le travail et le capital. L'économie était un peu fatiguée, la démographie a baissé, le syndicalisme s'est effondré. Bon, mais en même temps, le paradoxe du système capitaliste, c'est que si le salaire n'augmente pas, il n'y a plus de consommation, donc le système s'effondre. Donc l'Occident a été dans cette contradiction. Il faut maintenir les profits, donc faire augmenter la part des profits et baisser la part des salaires. Mais si on baisse trop la part des salaires, on ne peut plus. Donc l'Occident a inventé collectivement une solution très habile, la dette. Je vais permettre aux gens de s'endetter, aux gens riches comme aux gens pauvres, pour acheter leur logement, pour acheter des voitures, pour acheter tout et n'importe quoi, sans vérifier une seconde s'ils avaient les moyens de rembourser. Comment on fait ça? On les laisse s'endetter et puis on passe la dette à quelqu'un d'autre. Moi, je fais mon profit au passage, mais c'est une autre banque, peu importe, ça ne m'intéresse pas de savoir. Et là, il y a une connivence générale. Les banques, évidemment, qui tirent leur profit, les gouvernements parce que ça donne du travail, les entreprises parce que ça fait des profits, les pauvres parce qu'ils peuvent emprunter et puis ils ne se rendent pas compte qu'ils sont bernés par le système, et ça croît. Et le système fonctionne parce que si les salaires n'augmentent pas, comme la valeur des biens, en particulier des logements, augmente, les gens font des plus-values. Et donc, ils compensent la faiblesse de leur salaire. Et c'est ça qui s'est produit. Mais à un certain moment, le système explose. Il a explosé une première fois en 2008 sur la dette privée aux États-Unis. Oui. Et là, on a fait la pire erreur historique, qui restera comme pire que la crise de 29. Que moi, je me permets de dire, je dénonce depuis ce moment-là, au moment de la publication du rapport si critiqué par le lamentable rapport, à ce moment-là, au moment où le rapport s'écrivait, j'ai donné une interview, plusieurs, où je dis c'est pire que 29 qui est en train de se préparer, un tsunami nous tombe dessus. Personne n'a voulu entendre, je ne suis pas le seul, hein. Je peux citer Paul Jorion, je peux citer beaucoup de gens qui m'ont aidé à réfléchir à travers le monde, nous étions quelques-uns à voir ça. La pire erreur, c'est quoi? C'est qu'au lieu de régler la crise de la dette privée en forçant le système financier à mettre de l'ordre dans son truc, on a dit au système financier, ne vous inquiétez pas, on va vous aider, on va donner de l'argent de l'État. Et donc, c'est le système public. Attendez, je voudrais terminer ma phrase. Non, mais le système public qui a dit ça. Vous allez tous les deux tomber d'accord, il n'y a aucun problème. Oui, mais quand vous prenez je veux terminer ma phrase, cher. Je veux terminer parce qu'elle est très importante. Ce qui se passe maintenant est lié à ça. Les banques ont obtenu de l'argent de l'État que l'État n'avait pas. Comme l'État n'a pas eu le courage de prendre l'argent dans une poche quelconque, peu importe, c'est un rapport de force pour savoir qui paye, personne. Non, mais peu importe. Il y a une différence. Non, mais personne. On a demandé à personne. On n'a pas eu le courage politique de demander à qui que ce soit. Donc, on a prêté de l'argent aux banques qu'on n'avait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a emprunté sur les marchés pour donner aux banques. Et à qui on a emprunté? Aux banques.
Donc ce sont les banques à qui on a donné de l'argent qui ont prêté aux États. Donc les banques ont aujourd'hui dans leur compte des fonds propres avec de l'argent de l'État et dans leur compte à côté des bons du Trésor qui valent rien. Et c'est pourquoi la crise est encore là. Je me suis amusé de voir que Natixis, qui n'est pas une officine marxiste, quoique les marxistes n'aient rien prouvé, comme vous le savez, écrit une analyse marxiste de la crise. Jacques, je vous invite à la lire, parce qu'il fait cette démonstration et il part de l'idée de base qui est celle du marxisme, qu'il y a une contradiction à l'intérieur du modèle capitaliste. Et c'est cette contradiction qui l'amène à des crises cycliques. Ces contradictions les ont amenés, d'une manière générale, à accumuler des titres qui ne correspondent à aucune valeur réelle. Je sais que nous partageons ce diagnostic. Aujourd'hui, est en circulation une masse monétaire dont tout le monde est prié de faire semblant de croire qu'elle vaut ce qui est écrit dessus, qui représente 50 fois la valeur de la production réelle. Autrement dit, si les gens qui avaient tous ces titres couraient, s'ils arrivaient tous à maturité et couraient pour acheter, vous auriez immédiatement une dévaluation gigantesque ou une inflation immense, ce qui revient au même. Et donc, le capitalisme, face à ça, n'a trouvé que deux manières de régler le problème. La guerre ou l'hyperinflation. La guerre, on détruit, on casse et après on reconstruit. Et au passage, tous ceux à qui on devait de l'argent, eh bien, ma foi, en sont pour leurs frais. Ça a été la réponse de 1914. D'une certaine manière, le système s'est survécu et a aggravé ses contradictions, et on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, vous avez déjà toute l'ancienne Russie qui est sortie du marché capitaliste, mais c'est pas beaucoup. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le tiers de l'humanité qui est sorti du marché capitaliste. Donc il y a mécaniquement une contraction du marché potentiel pour l'expansion capitaliste. Donc, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de faire l'économie de la dette. On émet du papier et encore du papier. Quand on arrive en 1971, la masse de dollars qui est en circulation correspond si peu à la contrepartie or qu'elle est censée représenter que le président Nixon décide le 15 août que c'est plus convertible. Et donc on décide que la monnaie est une marchandise comme les autres qui vaudra ce que chacun voudra bien croire qu'elle vaut. Les États-Unis vivent donc depuis cette date en émettant du papier que personne ne contrôle. Puis les banques se sont mis à émettre non seulement des prêts, mais ensuite des produits dérivés, toutes sortes de choses extrêmement complexes fabriquées qui sont tout de la fumée. Et arrive le moment où elle se casse la figure. Ce sont les États, jusque-là maudits et décriés, qui eux-mêmes sont endettés, mais normalement, la France n'a pas un budget en équilibre depuis 1974. Vous n'avez pas entendu dire que ce soit la pagaille. Bien. Et à ce moment-là, les États prennent le relais du mécanisme que décrit Jacques Attali. De quoi? Les populations, on a baissé leur salaire. On a baissé dans la répartition entre capital et travail, c'est le capital qui a été de sa poche. Et donc, on a dit aux gens, mais c'est pas grave, vous gagnez pas beaucoup, mais on va vous prêter à pas cher. Vous n'avez pas assez d'argent, c'est pas grave, on vous prête quand même. Oui. Et ça a donné la crise des subprimes. L'État est donc venu derrière prendre le relais de tout ce que le privé ne faisait pas. Oui. Et on a, pardon, je termine là-dessus, on a démantelé l'État dans tous les pays du monde en se disant l'économie privée va venir prendre son relais et faire de l'accumulation capitaliste. Alors, rien de tout ça, c'est produit. Chacun de vous deux ayant exposé brillamment les raisons pour lesquelles... Je ne sais pas si c'est brillant, mais en tout cas, c'est c'était tout à fait brillant pour lesquelles on en est arrivé là. Est-ce que le fait que vous citiez les chiffres contenus dans le livre de Jacques Attali signifie que vous partagez son constat selon lequel il faut agir maintenant d'urgence et sur le budget 2011? Et après, je reposerai ma question à Attali du début, que je n'ai pas oublié, c'est agir, oui, mais faire quoi? Alors, je pense que, bon, alors, le point de vue de Jacques Attali et le mien ne se situe pas dans les mêmes registres. Attali est un observateur, un conseiller, on pense qu'on veut ce qu'il raconte. Moi, je pense beaucoup de mal de son rapport et pas mal de bien de son livre parce que je l'ai trouvé très intéressant, mais il n'est pas dans le registre de l'acteur direct, du protagoniste. Donc, en tant que, je dirais, comptable avec des guillemets, oui, c'est lui qui a raison. Si on ne fait rien, il est absolument certain, compte tenu de ce qui se passe, que ça va mal tourner. Si on ne fait rien, maintenant, là, cette année, pour le budget oui, 2011 le budget 2011 et puis les suivants. Alors après, il n'y a que faire. Voilà. C'est toute la question. Mais attendez, juste termine là-dessus. Moi, je pense que tout ça est un pur rapport de force. C'est ça que je voudrais dire maintenant, Monsieur Schneiderman. C'est un rapport de force et rien d'autre. Le livre d'Attali permet de savoir qu'il n'y a pas de niveau évaluable correctement de la dette. Que la comparaison entre un niveau de dette et le PIB est une douce rigolade, parce que la dette c'est en stock, le PIB c'est en flux. Que n'importe qui évalue ses dettes par rapport à ses avoirs, sauf l'État. Oui, mais c'est des choses très importantes à dire aux gens pour dédramatiser la situation. Est-ce que si c'est un pur rapport de force, ça veut dire que l'urgence n'est pas réelle, et que l'urgence est relative, et qu'on peut décider qu'il n'y a pas d'urgence, et qu'on peut décider qu'on a... Mais je vais vous expliquer. Quelqu'un vient vous voler avec un revolver. Vous pouvez dire, ah ben comme c'est qu'un rapport de force, je m'en fiche. Non, voilà. C'est un rapport de force, donc ça urge. Donc oui, urgence. La réponse est dans le rapport de force, c'est ça que je veux dire. À un rapport de force, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il faut affronter les prêteurs. Il faut voler les voleurs. Il faut étrangler les étrangleurs. Voilà ma logique d'action. C'est une action qui vise à dire, si vous attaquez la France, je vous frappe. Mais il faut avoir une ligne concrète de maintenant. Première chose, sortir la dette des États du marché. Permettre aux États d'emprunter à la Banque Centrale Européenne au taux auquel elle-même elle prête aux banques, ou bien rétablir la capacité pour les banques nationales, je sais que ça serait très compliqué à l'heure actuelle, d'émettre elles-mêmes de la monnaie. Bon. Est-ce que là tout le monde me suit? Oui. Bien. C'est très important. C'est faisable? C'est réalisable? Vous prenez la décision et la minute d'après, ça se fait. Parce qu'il y a un autre petit détail que les gens ne comprennent pas toujours, hein, c'est que la banque ne possède pas l'argent qu'elle prête. Ça, c'est toujours très compliqué à le faire comprendre. Elle l'a pas, c'est pas dans son coffre, elle vous prête pas l'équivalent. Elle a un dépôt qui garantit et le reste, elle le fabrique en disant je prête à monsieur Attali 1000 milliards parce qu'il a une bonne tête. Et M. Attali est chargé d'aller travailler pour compenser les 1000 milliards en question. Et quand c'est arrivé au bout, il m'a rendu les 1000 milliards, je déchire, ils ont été produits. C'est comme ça que ça se passe. Donc, fabriquer de la monnaie est une chose qui dépend d'une pure décision politique. Si vous en fabriquez trop, c'est l'inflation, sauf pour les États-Unis d'Amérique, qui vous disent vous avez intérêt à croire ce qui est écrit sur votre dollar. Dans un texte extrêmement synthétique qui, j'imagine, résume votre pensée et qui s'appelait, je crois, de mémoire, parce que j'ai pas pris l'imprimante avec moi, leur truc ne marche pas, le nôtre, comment ça... Le nôtre aussi. Leur truc ne marche pas, le nôtre aussi. Jean-Luc Mélenchon a l'air de dire que finalement l'inflation, c'est pas si dramatique que ça. L'inflation ronge la rente, tant mieux. Voilà. Ben, c'est une affaire de contrôle. Bon, et là, la difficulté de notre débat, c'est que tantôt on est dans le scénario idéal, donc on aurait beaucoup de choses, et puis après on est dans le scénario opérationnel. Par exemple, là, Jacques Attali a dit les marchés, il dit les prêteurs, moi j'aime mieux aussi l'expression, au moins c'est concret, les prêteurs, on sait où ils habitent, les marchés, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Bon. Ah d'accord. Ah ben oui. Ah ouais, d'accord. Ben oui, les prêteurs, on sait où ils habitent. Les prêteurs de la Grèce, on sait où ils habitent. Ils Non, habitent au siège de la Banque non, mais les Société prêteurs, Générale. c'est sympa, les prêteurs. On aurait pu... Non, mais je veux dire, on pourrait dire aussi les spéculateurs. On pourrait dire les spéculateurs, mais en attendant, c'est des prêteurs. Bon, mais en tout cas, je veux dire, ça rend plus concret l'affaire, hein, parce que les marchés, espèce de dieu à la main invisible, et tout ce folklore métaphysique qu'il y a autour. Bon, Attali dit, si on va voir la Banque centrale et on lui dit, écoutez, maintenant, cette plaisanterie a assez duré, de vous voir prêter à 1% à des banques qui sortent du guichet, après avoir pris vos 1%, ils font le tour, ils viennent et ils disent, ah ben vous, je vous prête à 5. Au passage, on prie 4. Bon, ça suffit. Maintenant, on prend directement à vous. Il dit, si on fait ça, ça va faire monter les taux d'intérêt. Oui, mais pas les taux d'intérêt pour les États, puisque les États iraient se financer auprès de la BCE. Donc Jacques, ou alors je vous ai mal compris, mais ça ne fera pas augmenter le service de la dette pour notre pays. Tout à l'heure, il faut qu'on vienne quand même à cette affaire de comment on la gère, la dette. Parce que dans la dette, la seule chose qui compte, la seule chose qui a une réalité, c'est le service, c'est tout. C'est pas le capital emprunté. Parce que le capital emprunté... Le service, c'est les intérêts, hein, voilà. Ce qu'on paye. Oui, Vous ne vous occupez pas de savoir ce que c'est, ce qu'on paye. Oui. Combien ça coûte tous les ans. Là, je comprends. Voilà, là, tous les ans, clac, tous les ans, 40 milliards. Okay. L'échéance. Voilà, l'échéance. Ouais, 40, il faut payer. Voilà, pour la France, c'est 40 milliards par an. Voilà, c'est ça qu'on sort. Ça vient juste derrière l'éducation nationale et c'est avant le budget de la défense. Bon, voilà, donc c'est ça que ça coûte. Il n'y a que ça qui a une réalité. Tout le reste, c'est des mots, des phrases. Donc, vous avez une décision politique qui, évidemment, est choquante, qui est une décision de temps de guerre, qui est une décision d'agression, de lutte, qui consiste à dire, eh ben, comme ont fait les Argentins. Les Argentins, au début, ils ont déclaré qu'un peso égale un dollar. C'était Paname, cette affaire-là. Donc, tous les voyous, les voleurs qui avaient sorti leur argent sont revenus en disant, bah, de toute façon, un peso vaut un... Puis au bout d'un moment, ils se sont dit, ça ne doit pas être vrai. Donc, ils sont repartis et ils sont dépêchés de changer leur peso à nouveau en dollars pour être sûr de la valeur. Mais il y a toujours le mythe de la monnaie forte. Et en Europe, il y a le mythe de la monnaie forte. Tout à l'heure, Jacques a évoqué la période d'avant-guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le G20 avait mis en gros, attention, le danger, c'est le protectionnisme, et le journal Le Monde, attention, le protectionnisme. Tous les gens suspects de nationalisme comme moi étaient aussitôt montrés du doigt. Bon, mais moi j'ai été regardé par curiosité. J'y connais rien, c'est pas ma formation économiste. Donc j'ai été voir qu'est-ce qu'on a fait dans ces fameuses années 1929. Partout des politiques d'austérité. Avant le protectionnisme, c'était l'austérité. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Des politiques d'austérité partout. Or, Jacques Attali dit, il faut réamorcer la pompe. Mais vous ne pouvez pas réamorcer la pompe si tous les pays en même temps sont en train de décider de serrer le kiki. Donc moi je sais que si je suis gouvernant
Et ils me sautent tous à la gorge avec leurs 40 milliards. Au moment où j'arrive à la date d'échéance et on me dit « Ah bah écoutez, maintenant ça va vous coûter 4 ou 5 points de plus », j'ai deux choix. Je fais Papandréou, c'est-à-dire je me mets sous la table, je dis « Pardon, excusez-moi, on a acheté des maisons et des voitures, j'ai honte, les Grecs sont des nuls », ou on met un autre revolver sur la table et on dit « Ah ben c'est comme ça, je vous rééchelonne la dette ». Voilà, premièrement. Et deuxièmement, vous, qui êtes des banques, je vous fais un emprunt forcé, parce que c'est vous qui allez payer. Bon. Est-ce que c'est impossible? Ça s'est déjà fait dans l'histoire. J'ai retrouvé dans votre bouquin les traces des emprunts forcés, j'ai regardé, il y en a eu quelques-uns. Hein. Donc ça veut dire que la puissance publique, il ne faut jamais oublier que l'économie, c'est que ça, des rapports sociaux et des rapports humains. La puissance publique peut avoir la force en main. Parce qu'à la fin, il reste une chose qui est vraie, les êtres humains qui produisent, qui échangent. Et donc, toute politique qui, d'une façon ou d'une autre, nous ramène à cette réalité est une politique gagnante. Le tout, c'est que si on le fait trop brutalement, on risque de tuer tout le monde au passage. Oui, parce que il faut donc le faire d'une manière dosée. C'est ça que dit Attali, si j'ai cru comprendre. Le livre de Jacques Attali, est justement, qui est intéressant, il nous explique aussi bien que créanciers, et, prêteurs et emprunteurs numéro 7. voilà, se tiennent l'un l'autre. voilà. Et donc,